Bonjour, bienvenue dans la vidéo 3.5 sur les lois de Kirchhoff. Alors, c'est quand même un cool chapitre, honnêtement. En fait, j'aime beaucoup le chapitre 3, c'est les circuits électriques. Puis, c'est un chapitre beaucoup de compréhension, mais beaucoup de petites résolutions algébriques aussi. Puis, euh, je trouve que c'est des cool exercices à faire parce que c'est comme des petits puzzles. Mais bon, on va voir ça ensemble. Alors, les lois de Kirchhoff, qu'est-ce que c'est? C'est des lois qui ont été écrites par Gustav Kirchhoff quand il étudiait les circuits électriques. Et le but de ces lois-là, c'est de, si on connaît un circuit, c'est être capable de déterminer c'est quoi le courant dans chacune des branches du circuit. Ça va être de l'algèbre, une histoire de n équation, n est connue, on est capable d'isoler la variable qu'on veut, principe de base en algèbre. Alors, les lois de Kirchhoff, c'est fait de deux lois. Il y a la loi des nœuds et il y a la loi des mailles. Alors, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi la loi des nœuds. Dans le fond, dans un circuit, quand on a une pile, la pile, elle génère un courant. Pourquoi? C'est parce qu'elle a une bande positive puis une bande négative. Alors les électrons qui se trouvent dans le circuit, ils vont être repoussés par la bande négative et ils vont se déplacer à travers le fil électrique qui est un conducteur. Quand des électrons, quand des charges sont en mouvement, c'est ce qu'on appelle un courant. Un courant, c'est la quantité de charge qui passe à un point P selon un certain intervalle de temps. Fait que disons qu'on avait comme un courant de 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs par seconde, ou ampère, ben ça voudrait dire que à chaque seconde, il y a un électron qui passe par le point P. C'est ça un courant. Et donc c'est ça, les électrons se déplacent à cause de la pile, et là, quand ils arrivent à un endroit, à un point où est-ce qu'ils ont deux chemins possibles, c'est ce qu'on appelle un embranchement, et ce point-là, on appelle ça un nœud. Alors un nœud, c'est un point d'un circuit où est-ce qu'il y a un embranchement. Par exemple, dans mon circuit que j'ai en ce moment, j'ai le point A, le nœud A et le nœud B. On peut vraiment s'imaginer genre l'électron qui marche comme ça, puis là, ah, il y a deux choix, il passe par où, il se trouve dans un petit nœud, là, il y a un pépin devant lui, il faut qu'il fasse un choix. Fait que là, voilà, un nœud. Et cette loi-là, elle vient du principe de la conservation de la charge électrique. Dans le fond, l'idée, c'est tout le courant qui entre à un certain point va être égal à tout le courant qui en sort. Conservation de la charge. On peut réarranger les termes où est-ce qu'on a la somme des courants entrants moins la somme des courants sortants, ben ça devrait être égal à 0 vu que ça devrait être égal. Et on peut juste réécrire cette équation sous la forme somme de i est égal à 0 où est-ce que dans le fond les i entrants vont être positifs et les i qui sortent on va les poser comme négatifs. Alors si je l'appliquais à mon circuit que j'ai à l'écran, ben on pourrait se mettre au nœud A. Alors on va vouloir additionner les I qui rentrent. On a seulement le courant I1 qui rentre dans ce nœud-là et on peut voir que arrivé au nœud A, ce courant-là se sépare en deux courants, en un courant I2 et en courant I3. Parce que dans le fond, c'est vraiment genre, il y a une partie des électrons qui décident d'aller dans une branche et l'autre partie qui va dans l'autre branche. Alors on a moins I2, moins I3 et qu'on les somme toutes, au final ça donne 0. Donc les courants qui entrent, on les additionne et les courants qui sortent, on les soustrait. On peut remarquer que le courant est le même dans toute une branche du circuit. Une branche, qu'est-ce que c'est? C'est une portion du circuit entre deux nœuds. Alors si vous voyez entre le nœud A et le nœud B, on a trois branches. On a la branche à gauche, celle au milieu et celle à droite. Et dans chacune des branches, il y a un courant différent. Vous pouvez le voir juste ici dans ce dessin avec les différentes couleurs. On peut aussi voir une branche comme un chemin en fait, un chemin d'un endroit à un autre. Alors on a aussi la loi des mailles. Une maille, qu'est-ce que c'est? C'est un parcours fermé dans un circuit. C'est-à-dire qu'on part d'un point, on fait un chemin complet et on revient à ce même point. Et il faut que ce soit un chemin fermé. Fermé parce qu'on revient au même point, donc ça fait comme un cercle qu'on le dessine au complet, ou un carré, ou un triangle, peu importe. Il faut juste que ce soit fermé. Ça, c'est une maille. Et la loi, c'est que quand on parcourt une maille et qu'on additionne chaque différence de potentiel, ben la somme des différences de potentiel à travers ce chemin va être égale à 0. D'où elle vient cette loi? L'idée c'est que quand, disons, on s'imagine un électron qui parcourt une maille, si elle passe par une différence de potentiel, ben son énergie potentielle va varier. Et après ça, si ton électron passe par une résistance, ben alors la résistance fait travailler l'électron, fait que là ça fait aussi, ça joue aussi sur son énergie potentielle et il passe par une différence de potentiel. Mais finalement, quand il revient au même point, il faut qu'il y ait la même énergie potentielle que ce qu'il avait à la base. Ça, c'est parce que la force électrique, c'est une force conservatrice. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on applique ces lois, comment est-ce qu'on fait la méthode générale de Kirchhoff. La situation que je vous présente, c'est la situation 2 du manuel Séguin. Alors voici un circuit où est-ce qu'on a deux électromotances et on a des résisteurs. Notre but, l'énigme qu'on a ici, c'est qu'on désire déterminer c'est quoi le courant qui passe par le résisteur R2. Un courant, ça a une certaine grandeur et aussi une orientation. Il peut aller vers la droite, vers le bas, vers le haut,
sens horaire, sens anti-horaire plutôt. Et c'est ce qu'on va essayer de déterminer ensemble. Alors la méthode se divise en plusieurs étapes. L'étape 1, il va falloir dessiner nos courants. Parce que sinon, c'est un peu difficile de travailler si on n'a aucune idée à quoi ils ressemblent, puis on a combien, où est-ce qu'ils se trouvent, blablabla. Donc voilà. On met un courant par branche et l'orientation, on y va par hypothèse. C'est pas important, vraiment, faut juste comme poser une hypothèse, puis après, avec tous nos calculs, si jamais on s'était trompé dans l'orientation du courant, finalement il est dans le sens anti-horaire plutôt que horaire, disons, ben on va juste retrouver un signe négatif à la valeur de i, et c'est ce qui va nous indiquer qu'on s'est trompé. Mais vraiment, on commence par poser un courant par branche, on décide une orientation. Comment j'ai tendance à y aller, moi, c'est par convention, le courant i mis dans la même direction que le déplacement des charges positives. Alors, à partir d'une pile E1, le courant partirait de la borne positive, alors elle irait vers le haut et vers la droite sur la branche R1. Pour mon électromotance 2, je pourrais poser aussi que le courant I2 part de la borne positive, donc elle va dans le sens anti-horaire. Et là, on m'a dit... Et là, on m'a dit que les jeunes d'aujourd'hui, ils savaient pas... Il y avait un peu de misère avec le sens horaire et anti-horaire, parce qu'avant, genre, tout le monde avait des montres, fait que tout le monde savait vraiment c'était quoi sens horaire et anti-horaire, mais que maintenant, vu que tout est numérique, puis il n'y a plus vraiment beaucoup de monde qui porte des montres, vu qu'on a un téléphone ou je sais pas, peu importe ce que vous avez, ben ça fait que les gens sont vraiment moins habitués à ce concept. Alors, petit rappel, un sens horaire sur une aiguille, sur une horloge, ça irait des chiffres 1 en ordre croissant, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12, et sens anti-horaire, ça serait le sens inverse. Puis finalement, dans ma branche qui se trouve entre les points C et le point A, j'ai dessiné un courant I3. Maintenant que les dessins sont faits, je vais faire la loi des nœuds. Dans le nœud C, on peut voir qu'il y a le courant I1 qui entre et le courant I2 qui entre, et on soustrait à ça le courant I3 qui sort. Si je le faisais pour le nœud A, qui est mon seul autre nœud du circuit, ben, je pourrais voir que le courant I3 entre et je soustrais à ça le courant I1 et I2 qui sortent. On peut voir que la deuxième équation que j'ai écrite pour mon nœud A, en fait, c'est la même que celle pour le nœud C, mais juste si j'avais comme envoyé tous les termes de l'autre côté de l'égalité ou que j'avais fait -1. C'est une équation qu'on appelle redondante. Alors, règle générale, quand on applique la loi des nœuds, si on a n nœuds, on a seulement besoin d'écrire les équations pour n-1 nœud, car sinon, la nème équation, elle serait tout le temps redondante. Alors, voilà. Pour 2 nœuds, on fait 2-1, 1, juste une équation. Mais maintenant, on a 3 inconnus, on a 3 courants. Si on veut vouloir résoudre notre problème, il nous faut autant d'équations qu'on a d'inconnus, alors il nous en manque 2 équations en ce moment. Comment on va les poser? On va les poser avec la loi des mailles. Dans mon circuit, on peut voir que j'ai 3 mailles. Les mailles, c'est les lignes pointillées dans mon dessin. Alors, on a la maille qui passe de A, B, C à A. On a la maille A, C, D, A. Et finalement, on a la maille A, B, C, D, A. Comme on a 3 mailles, mais qu'on a seulement besoin de 2 équations supplémentaires, on va en choisir 2. Encore une fois, le sens de la maille, ça peut être horaire ou anti-horaire, ça dérange pas, il faut juste le poser et écrire nos équations en conséquence. Pour une pile, la différence de potentiel, c'est égal à plus ou moins son électromotance. Et pour un résisteur, quand on passe à travers, la différence de potentiel du début jusqu'à la fin du résisteur, c'est égal à R fois I. C'est la loi d'Ohm qu'on a vu dans la section 3.1. Alors moi, je vais choisir la maille ABCA, dans le sens horaire. Alors selon ma maille, je passe de la borne négative à la borne positive de mon électromotance 1, ce qui fait que je gagne du potentiel. Parce que si on faisait final moins initial, ça serait positif, la différence. Vu qu'on a augmenté de potentiel, on est passé de négatif à positif, alors on écrit plus E1. Si je continue le chemin de ma maille, je peux voir qu'on parcourt la maille dans le même sens que le courant I1 lorsqu'il traverse le R1. On va dire que si on traverse un résisteur dans le même sens que le courant, on perd du potentiel, alors on va faire moins R1I1. Et quand je finis ma maille, je peux voir que je passe par la résistance R3 dans le même sens que le courant I3, alors je fais moins R3I3. Et finalement, j'ai ma loi des mailles qui est égale à 0. Je peux remplacer par mes valeurs que je connais, donc 12 pour l'électromotance, moins 1 fois I1 à cause de la résistance R1 et finalement moins 9 I3. Maintenant, je pourrais appliquer ma loi pour la maille ACDA dans le sens horaire, disons. Dans le sens horaire, je peux voir que je parcours mes résistances R3 et R2 dans le sens inverse des courants que j'avais posés à la base. Alors, je vais gagner du potentiel et je vais additionner à ça donc R3I3 plus R2I2. Je parcours cependant ma pile de sa borne positive vers sa borne négative, donc je perds du potentiel, on fait moins E2 est égal à 0.
Je peux remplacer les valeurs par les valeurs de résistance et d'électromotance données dans le problème. Et petite remarque, on va faire... vous allez peut-être être content. Le nombre de questions que j'ai sur les unités. On va écrire ces équations-là sans unité, juste pour simplifier toutes nos équations, parce que sinon on aurait des V, on aurait des ohms, on aurait en plus de ça des inconnus qui sont des lettres aussi, ça serait trop mélangeant. Fait que juste pour faire plus simple, on va juste tout écrire sans unité. Si j'avais décidé de faire ma maille dans le sens anti-horaire, qu'est-ce que j'aurais eu comme équation? J'aurais parcouru mes résisteurs dans le même sens que le courant. Alors j'aurais fait moins R3 et 3, moins R2 et 2, et j'aurais parcouru ma pile de sa borne négative à sa borne positive, alors j'aurais additionné son électromotance. Si je réarrange les termes, je pourrais juste comme toutes les envoyer de l'autre bord, les signes s'inversent si je le change de bord dans l'équation, ou sinon j'aurais pu me dire que je faisais équation à gauche fois moins 1, équation à droite fois moins 1, ce qui donne 0 aussi, et je retrouve la même équation que quand j'avais parcouru ma maille dans le sens horaire. Alors c'est pour ça que ça dérange pas le sens. Voilà la preuve mathématique. Alors étape 1, c'était dessiner un courant par branche. Étape 2, on applique la loi des nœuds. Et finalement, étape 3, on applique la loi des mailles. Maintenant, on va vouloir résoudre le système d'équations. L'idée, c'est qu'on veut trouver la valeur de chaque inconnu, I1, I2, I3. Si je commence par mon équation 2, je pourrais isoler le courant I1 dans mon équation. Dans la troisième équation, je pourrais isoler mon courant I2. Et maintenant que j'ai des nouvelles façons d'exprimer I1 et I2, je peux les prendre et les rentrer dans l'équation 1 pour trouver une expression algébrique où est-ce qu'il y a une seule inconnue maintenant. On aura seulement l'inconnu I3. Alors on peut isoler I3, on trouve sa valeur. Maintenant que je connais ma valeur de I3, je peux trouver I1 et I2, car on avait des équations où est-ce que I1 dépendait de I3 et I2 dépendait de I3 aussi. Je peux remarquer que pour I2, j'obtiens une valeur de moins 2 ampères. Comme j'ai obtenu un signe négatif, c'est ça qui m'indique qu'à la base, j'avais mal posé le sens de mon courant. Alors, le courant, en réalité, il est dans le sens contraire à ce que j'avais posé. Alors, je pourrais, étape 5, correction du schéma et réponse. Alors, je donne mes valeurs de courant et je repose les courants dans le bon sens. Il y avait juste I2 que j'ai dû changer sa direction, que j'ai mis en rouge. Et étape 6, une étape supplémentaire, si jamais on vous pose la question d'interpréter ce circuit, je peux voir que comme le courant I2 rentre dans la bande positive plutôt que d'en sortir, ça veut dire que la pile I2 est en train de se recharger. L'idée, c'est que quand on a juste une pile dans un courant, on sait que c'est elle qui génère le courant. Par contre, quand on a deux, des fois, elles sont placées dans un sens que ça se peut pas que toutes les deux fournissent le courant. Ça se peut que dans une, le courant doive rentrer. Souvent, moi j'aime ça parler de pile dominante. En gros, dans un circuit, des fois ça se fait de façon genre intuitive, là, mais en général, plus la pile a une grande électromotance, plus elle a de chances de l'emporter, et donc c'est plus elle qui va décider des sens des courants dans le circuit. Par exemple, ici, E1 valait 12 volts alors que E2 vaut 5 volts. Alors c'est surtout E1 qui génère le courant, et là, quand le courant arrive au point C dans le circuit, il se sépare en deux, mais il continue dans la même direction, donc I2 va vers le bas plutôt que vers le haut. C'est vraiment la loi du plus fort ici. Mais c'est pas grave, c'est pas un truc à savoir instantanément pour tout, parce que des fois, ce circuit-là était plus simple à analyser, je dirais, mais des fois, ça devient plus complexe, fait que c'est vraiment pas grave si vous posez pas vos courants dans le bon sens. C'est vraiment juste comme, à la fin, vous allez trouver une valeur négative, et là, vous saurez que ça est dans l'autre sens. Dans la vie, on peut toujours faire des erreurs. Voilà, c'est ça la fin des lois de Kirchhoff. Alors, je vais juste vous faire un résumé de comment est-ce qu'on les applique. Alors, règle générale, si on a n branches, on a n courants, alors il nous faut n équations. Alors comment est-ce qu'on obtient ces n équations? On commence par appliquer la loi des nœuds. Pour n nœuds, on en pose n-1 équation. Puis après ça, on complète ce qui manque avec la loi des mailles. Pour n équations, moins n-1, vu qu'on en a déjà écrit n-1, on a trouvé le nombre de lois de mailles qu'il nous fallait. Pour ce qui est des signes, on a beaucoup de choix de signes à faire quand on applique la loi des mailles. Alors la convention, c'est que si notre maille parcourt un résisteur dans le même sens que le courant, elle va perdre du potentiel. Alors on pose moins RI. Si on traverse un résisteur dans le sens inverse au courant, on gagne du potentiel, alors on écrit plus RI. Pour les piles, si on traverse la pile de sa borne négative vers sa borne positive, on gagne du potentiel, alors on écrit plus E. Et si on traverse de la borne positive vers la borne négative, on en perd du potentiel, donc moins E. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vous laisse
pratiquer ça par vous-même. Bye bye, à une prochaine fois.